Bonjour à tous, je vous propose donc d'ouvrir cette conférence réalisée avec le syndicat du pneu. Alors vous le savez, le pneu ne cesse d'évoluer pour renforcer la sécurité et augmenter les capacités de charge nécessaires au transport, sans toutefois intégrer au départ les contraintes environnementales, mais on va en reparler dans un instant. Pour anticiper ou répondre aux exigences réglementaires, les principaux manufacturiers ont engagé une impressionnante course technologique visant à rendre le pneu neutre d'ici 2050. Avec cette table ronde, je le disais, organisée par le syndicat du pneu, nous allons tenter de voir comment le pneu devient de plus en plus respectueux dans l'environnement, depuis le choix des matières premières jusqu'à sa revalorisation en fin de vie, en passant par la réduction de son impact polluant lors de son usage. Et pour introduire cette conférence, je vous propose d'accueillir Dominique Spenfeld, président du syndicat du pneu. Dominique. Dominique, bonjour. Petite introduction sur Bonjour, l'aspect environnemental du pneu, ce qu'on bonjour à tous. Alors, disait à l'instant. j'ai déjà dit pas mal de choses, mais effectivement, et ça c'est très réjouissant, les manufacturiers se sont lancés dans une compétition extraordinaire qui permet de faire évoluer le pneu sur le plan technologique. Et ça, c'est bon pour la planète. Et puis également, tous les acteurs périphériques du pneumatique, depuis sa création, sa fabrication jusqu'à sa destruction, sont impliqués dans l'éco-responsabilité du pneu. Et là aussi, c'est réjouissant. Alors, est-ce qu'on peut, c'est-à-dire plus de précision justement, quels sont les moyens, les étapes Alors, effectivement, la compétition, dans cette compétition-là, tous les coups sont permis. On parle de Euh, compétition. on parle de compétition parce que c'est quand même une vraie Match. compétition et ça se traduit aussi par la communication, hein. Et tous les coups sont permis. Et quand je dis tous les coups, en fait, c'est toutes les étapes de la vie du pneu sont concernées. Effectivement, depuis le sourcing des matériaux, en passant par l'utilisation, l'usage, il faut que le pneu soit moins consommateur de carburant, d'énergie. Alors je dis bien d'énergie parce que ça compte aussi pour les véhicules électriques. Euh, les pneus doivent être moins polluants, doivent émettre moins de particules. Et puis en fin de vie, le pneu doit également être recyclé, recyclable dans de bonnes conditions pour effectivement aboutir à la totale réutilisation de ces matériaux dans le cadre de l'économie circulaire. Alors, avant de parler de fin de vie, on en parlera tout à l'heure, quelle influence sur les matières premières Alors initialement? sur les matières premières, il y a deux voies qui sont tracées. La première, c'est d'utiliser des matériaux biosourcés, puisque à l'horizon 2050, les manufacturiers sont engagés à ne plus du tout utiliser de matières premières pétro-sourcées. Les matériaux biosourcés, c'est par exemple le caoutchouc naturel, et ça existe depuis la nuit des temps, hein. On parle la découverte de la condamine en 1735, mais on peut aller beaucoup plus loin. 1735. 1735, mais on doit aller beaucoup plus loin, puisqu'en fait, les Aztèques utilisaient déjà le caoutchouc, pour en faire en particulier des jeux. D'ailleurs, le mot caoutchouc, c'est un mot aztèque qui signifie caoutchouc, qui signifie l'arbre qui pleure. Donc voilà, on va vraiment très 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 loin. Donc en fait, le latex est connu, mais on a également des matériaux qui peuvent être issus. Le latex peut être issu du pissenlit ou de la gouaillule. On a également le fait que les huiles aromatiques polluantes ont été remplacées progressivement par des huiles végétales. Et ça, c'est tout simplement pour respecter la réglementation. La silice peut être extraite de la combustion des écorces de riz. Donc en fait, il y a une multitude de solutions. Et puis bon, le consommateur ne le sait pas, mais aujourd'hui, dans ces pneus, on va trouver de l'huile de soja, de colza, d'huile d'écorce d'orange, voire de l'huile de friture récupérée. Donc tout est bon pour trouver des solutions végétales pour remplacer en fait des solutions chimiques polluantes. Alors, on reste malgré tout dans un contexte commercial. Est-ce que ce sont des produits compétitifs? Oui, alors il faut que le produit reste compétitif à deux niveaux. Il faut que l'équation économique soit valide, d'une part.
Et surtout, il faut absolument que les capacités et performances du pneu en termes de durabilité, de longévité et de sécurité soient respectées. Donc ça, c'est quand même un challenge très très important auquel s'appliquent les grands manufacturiers. Ils y réussissent plutôt pas trop mal, mais il faut dire que ça nécessite des efforts en termes de recherche, de développement qui sont très très importants. Mais concrètement, on pourra se passer de matières premières issues du pétrole quand? Est-ce que ça sera vraiment possible? Oui, alors c'est possible. Là, on le voit dans la communication des manufacturiers. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on trouve des pneus fabriqués à partir de matériaux éco-sourcés, biosourcés à 30%, 40%, 50%. Les dernières communications, elles sont à 58 ou 60%. Et l'objectif, il est 200% à 2050. Moi, je suis persuadé, ils ne le diront pas, mais moi, je suis persuadé que chez les manufacturiers, il y a déjà des pneumatiques qui se passent totalement du pétrole, qui tournent à l'état de prototype. Après, la phase d'industrialisation sera sans doute un peu compliquée, mais aujourd'hui, je suis persuadé qu'ils savent faire. Alors on est à Solutrans, lieu de rencontres et de transporteurs, de professionnels de la route. L'intérêt pour le transporteur, hein? Alors, l'intérêt pour le transporteur, il est d'abord économique, hein. Plus le pneu est éco-responsable, moins il consomme de carburant et plus c'est un intérêt pour lui. Et puis le deuxième aspect, effectivement, c'est d'utiliser des produits qui sont éco-responsables et d'intégrer à sa communication RSE. Alors là, on a un gros travail à faire hein, parce que c'est encore pas tout à fait rentré dans les mœurs. Donc on a de l'explication à faire, on a beaucoup de pédagogie à faire. C'est la raison pour laquelle je me suis entouré d'experts Voilà, qui vont, merci pour la voilà, transition. qui vont permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et bien justement, on va les inviter ici sur scène. Je vais demander à Cyril Roger, directeur de la communication technique et scientifique de Michelin, de venir me rejoindre. François Chanudet, directeur Atlantique Bretagne Rechappage. Islem Belkous, directeur économie, développement durable et relations extérieures d'Elanova. Et Mathieu Chardin, directeur général d'Allier. On peut les applaudir. Et je vous remercie en tout cas d'être présents. Cyril Roger, on va commencer par vous, donc directeur de la communication technique et scientifique de Michelin. Alors justement, quelle méthode utiliser pour obtenir un pneu éco-responsable aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on a besoin d'un outil parce qu'en fait, on a quand même pas mal de leviers en face de nous. On se dit, tiens, on pourrait faire un pneu tout de suite qu'avec du caoutchouc naturel. Hein, comme ça, on n'aurait pas de produits chimiques dedans. Bon, malheureusement, si on faisait ça, on aurait un produit qui serait très très mauvais, à la fois en endurance, en usure et en résistance au roulement. Donc, en consommation de carburant, ce serait une catastrophe. Donc, on n'irait pas dans la bonne direction. Donc, on a un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, qu'on utilise maintenant depuis pas mal d'années chez Michelin, et qui est aussi utilisé dans l'industrie, puisqu'on s'est mis d'accord sur des règles d'utilisation de cet outil, de la façon de le faire, tous ensemble avec tous les autres manufacturiers. Et en fait, cet outil nous permet effectivement de regarder l'impact du pneu durant toutes les étapes de la vie du pneu, depuis l'extraction des matières premières, le choix de design, hein, parce qu'on peut faire un pneu qui est plus léger et qui est plus performant aussi. D'ailleurs, on met des matières plus performantes dedans. Ensuite, la fabrication, la logistique, l'usage et le recyclage, effectivement, valorisation en fin de vie. Donc, peut-être pour avoir deux chiffres en tête, parce que je pense que c'est intéressant, quand on fait cette analyse aujourd'hui, que ce soit sur un pneu tourisme ou poids lourd, ou même avion, on s'aperçoit qu'en fait, 80% de l'impact du pneu se produit quand le pneu est sur un véhicule. D'accord. Plus de 80% de cet impact, c'est quand le pneu est sur le véhicule. Et vous avez à peu près de l'ordre de 10% qui est dans le choix de conception et les matières premières qu'on met dedans. C'est ces deux ordres de grandeur qu'il faut garder en tête. Après, il y a des étapes forcément qu'on ne peut pas rater parce que le recyclage et valorisation en fin de vie, ça fait partie aussi des matériaux qu'on va remettre dans les pneus demain. Il ne faut pas la rater. Il faut collecter les pneus. Et puis, manufacturing, il faut le faire parce que même si aujourd'hui c'est de l'ordre de 1,5% du score environnemental, vous êtes sur des évolutions qui vont être extrêmement lentes et qui vont demander énormément d'investissement. Nous, on a commencé à travailler par exemple sur des presses de cuisson électriques. Quand vous devez remplacer toutes vos presses de cuisson à vapeur par des presses électriques, c'est énormément d'investissement et ça prend énormément de temps. Donc, on est obligé de le faire et de le faire rapidement parce que demain, ça deviendra plus important. Donc, c'est 80% d'impact, comme le disait tout à l'heure Dominique. C'est principalement ce que nous, on appelle l'efficacité énergétique du pneu, hein, qui fait que le pneu consomme du carburant ou de l'énergie sur une voiture. C'est le premier ordre.
Et ça, c'est pas rien parce que c'est de l'ordre de 1 plein sur 5 pour un véhicule de tourisme qui est consommé par justement cette efficacité énergétique des pneus. Mais ça peut aller jusqu'à 1 plein sur 3 pour un camion. D'accord. Donc c'est énorme, hein. Énorme. Et puis ensuite, vous avez la longévité. Un pneu va être plus durable, bien sûr, s'il dure plus longtemps. Et là-dedans, il faut compter aussi le rechappage, recreusage, qui est extrêmement important dans le monde des flottes. Et puis les derniers, c'est effectivement les émissions de particules qui comptent pour pas loin de 10% du score. Alors, les particules d'usure, revenons en plus dans le détail. Comment vous arrivez à réduire justement les particules d'usure? Alors, c'est un sujet qu'on connaît bien, parce qu'en fait, ça fait à la fois nous, Michelin, mais aussi toute l'industrie, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur le sujet. Donc c'est un sujet qu'on commence à voir apparaître dans la presse, mais que les manufacturiers ont commencé à traiter pour amener de la connaissance scientifique. Alors pour réduire les émissions de particules, en fait, il n'y a qu'un moyen, c'est de travailler sur des matériaux qui sont moins abrasifs, donc qui résistent mieux à l'usure, tout en gardant les propriétés d'adhérence. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, un pneu, quand il roule, il va frotter légèrement sur la route à chaque tour de roue, plus ou moins si on freine ou si on accélère, mais il va frotter à chaque tour de roue. Et ce frottement produit les particules. Donc c'est inhérent à la sécurité du pneu. Donc on ne sait pas faire des pneus qui n'émettent pas de particules aujourd'hui. Même une roue en fer, quand vous voyez un train freiner, des fois, on voit dans les films, ça fait des particules de ferraille. Pour freiner, il faut frotter. Voilà. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas faire un pneu qui n'émet pas de particules. Par contre, on peut travailler avec de l'innovation sur des matériaux qui nous permettent d'émettre beaucoup moins de particules tout en ayant les caractéristiques nécessaires de freinage, de résistance au roulement, donc d'efficacité énergétique. Et c'est aussi là que l'analyse de cycle de vie est importante pour nous aider à faire les bons choix. Alors l'aspect réglementaire, on a beaucoup parlé des réglementations européennes depuis quelques jours ici à Solutrans. L'industrie justement pousse à une réglementation. Bientôt l'Euro 7 qui va inclure également le freinage et le pneumatique. Étape importante pour l'industrie. Alors c'est une étape cruciale parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'une réglementation va s'adresser aux émissions de particules non exhaustes, ce qu'on appelle qui ne viennent pas des gaz d'échappement, et qui va traiter les particules de frein et de pneus. Et c'est une première mondiale, ça n'existe pas aujourd'hui dans le monde. Donc il faut souligner quand même cet effort de la Commission européenne de réglementer ça. C'est une réglementation qui arrivera sur les véhicules de tourisme en 2028, pour les premiers nouveaux pneus, en 2030 pour les camionnettes, et ensuite en 2032 pour les poids lourds. Voilà. C'est une étape extrêmement importante. Elle va bien sûr adresser les émissions de particules. Le but, c'est d'avoir une réglementation à seuil. Ce n'est pas une réglementation avec un labelling. Le consommateur ne verra pas la performance des pneus. Par contre, le but, c'est d'éliminer les pneus les plus mauvais du marché avec un seuil réglementaire. C'est-à-dire que tous les pneus qui émettent plus qu'un certain seuil ne pourront plus être vendables en Europe à partir de 2028. Mais quelle incidence sur la production du pneumatique et sur la conception du pneumatique? En fait, ça va obliger les manufacturiers à d'abord, mesurer, ce que beaucoup ne font pas aujourd'hui, mesurer ces émissions de particules. Et ensuite, ça veut dire qu'ils vont devoir introduire des technologies qui vont favoriser la réduction des émissions de particules. Donc, probablement, ça va être comme beaucoup de travail, je pense, pour un certain nombre de manufacturiers. On a eu récemment l'ADAC, qui est un organisme allemand, qui a publié, pour la deuxième fois d'ailleurs, des résultats d'abrasion sur des pneus du marché, de plus de 100 pneus sur le marché, de tout tiers de prix. Et en fait, de façon assez surprenante, d'ailleurs, les moins bien placés, ce n'était pas forcément les moins chers. Donc ce n'est pas forcément un débat budget versus tiers 1 ou premium en prix. C'est plus un débat de est-ce que j'ai commencé à travailler sur cette question. Alors, on le sait, le pneu vit, il vit, il bouge, ça va être la difficulté dans la façon de calculer dans ce nouveau règlement Euro 7. Alors c'est clé, parce que on l'a bien vu, des réglementations mal nées avec des tests pas très représentatifs de l'usage, on voit ce que ça donne. On connaît les histoires. Donc nous, on se bat pour que la réglementation choisisse un test qui est représentatif de l'usage. Nous, on utilise dans l'industrie des tests d'usure depuis plus de 30 ans, qui sont des tests qu'on appelle en convoi, qui sont des tests en conditions réelles sur véhicules, sur des routes réelles. On sait que ces tests-là, ils sont très corrélés aux résultats d'usage qu'on connaît. Donc on a un test qui, pour une fois, peut être assez rapide et qui donne des conditions d'utilisation réelles avec des résultats représentatifs de l'usage.
Par contre, certains autres manufacturiers aujourd'hui proposent un test en laboratoire, alors qu'il y a des vertus aussi de se dire en laboratoire on peut contrôler beaucoup plus de paramètres que sur des routes réelles. Par contre, aujourd'hui, les résultats en laboratoire ne sont pas corrélés avec les résultats d'usage réel. Et donc, nous, on se dit, tant qu'on n'a pas compris pourquoi, il ne faut pas que la Commission européenne parte un test qui n'est pas représentatif de l'usage. Et malheureusement, pendant ce qu'on appelait le market assessment d'Euro 7, où on a testé, je pense, pratiquement 400 pneus du marché, on a vu que les écarts entre le volant, donc le test laboratoire, et le test en conditions réelles, dans un cas sur 3, les résultats étaient inversés. Donc là, nous, on se dit, ne nous trompons pas, parce que ce serait facile après de dire, vous avez voulu lutter contre les particules, mais en fait, vous avez choisi un test qui vous favorisait, en fait, faites ce que vous voulez. Non. Prenons le test qu'on voit, dans un premier temps. Continuons à travailler en parallèle sur le test laboratoire. Mais vraiment, dans un premier temps, partons avec le test qu'on voit, qui est représentatif aujourd'hui des résultats en conditions réelles. Juste une question sur l'évolution du pneu. Vous avez un projet chez Michelin, chez Michelin, pardon. Oui, Michelin, c'est ça, oui. De pneus, d'évolution en tout cas, du pneu sphérique, c'est ça pour l'automobile. Ça va être adapté aussi aux poids lourds? Alors, vous parlez des tests? Oui, c'est ça, oui. Les tests, en fait, aujourd'hui, sont pour la catégorie C1, donc les véhicules de tourisme. On sait que ce test-là, il marche aussi sur les camionnettes. Il donne des résultats qui marchent bien. Le poids lourd, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, on n'imagine pas envoyer des convois de poids lourds sur les routes pour mesurer l'usure. Et en plus, les usages sont tellement différents entre comment je vais extrapoler les résultats entre l'essieu remorque, l'essieu moteur, l'essieu directeur. Donc là, il faut qu'on trouve une solution. Aujourd'hui, on travaille avec les autres manufacturiers pour voir si on ne peut pas faire des tests sur circuit, sur nos pistes à nous en interne, qui seraient plus représentatifs de l'usage, mais sans envoyer des convois de camions sur les routes, parce que ça ne paraît pas être très envisageable, ni très vertueux pour l'environnement. Donc on travaille, on a encore un petit peu de temps devant nous pour trouver une méthode pour le poids lourd, mais ça va être un peu plus compliqué. Alors, autre évolution, et ça date déjà depuis quelques années également, tout ce qui concerne le rechappage. François Chanudet, alors, quand on préparait cette conférence, vous me disiez le poids lourd, c'est le métier qui attire justement le rechappage. Excusez-moi, j'ai pas compris. Le poids lourd, c'est le métier qui attire le rechappage, le secteur de tout ce qui est industrie du poids lourd. Oui. Alors le rechappage déjà existe depuis quelques années. C'est un euphémisme parce que je pense qu'il est centenaire. Quand on vient évoquer l'environnement du rechappage, j'ai pour habitude de raconter deux histoires, une fausse et une vraie. Ah, alors. Je vais commencer par la fausse. Par la fausse. Ouais, Commencer par la fausse parce que malheureusement, cette histoire-là imprègne aujourd'hui la plupart des communications que l'on peut lire aujourd'hui autour du rechappage et qui sont de nature à détruire justement un peu de valeur autour de ça. La fausse histoire, c'est qu'aujourd'hui, le marché français, je ne parle que du marché français, distribuerait aujourd'hui 25% des pneumatiques sur le marché en étant des pneumatiques rechappées. Ce qui signifierait que sur un marché à 1,6 million, on aurait 400 000 pneus qui seraient aujourd'hui vendus en rechappage. Ça, c'est l'histoire fausse. Le problème, c'est que ce 25%-là de rechappés, comme on voudrait l'indiquer, signerait la fin ou la mort du rechappage annoncé, ce qui est loin d'être le cas. Et quand on prend aujourd'hui, quand on agglomère les réalisations des rechappeurs, qu'ils soient Michelin-Laurent, qu'ils soient SLBR, qu'ils soient Nextred, qu'ils soient ABR, Soreval ou d'autres, et qui corrobore les chiffres qu'Elanova peut nous envoyer, la réalité tourne plutôt autour des 600 000 pneus. Alors vous allez me dire, de 400 000, 600 000, il n'y a pas une grande histoire à raconter, sauf que ce 600 000 pneus-là, on parle à ce moment-là d'un rechappage qui pèse 35% du volume des bandes de roulement vendues en France, qu'on sait que la mathématique, dans le meilleur des cas, nous attendrait autour des 45. Donc faire un saut de 35 à 45, ce n'est pas la même histoire que de faire un saut de 25 à 45. Et quand on parle de 35% aujourd'hui du rechappage vendu en France sur 100 bandes de roulement, effectivement, derrière cela, il y a une dynamique. Dominique parlait d'une compétition. Donc tout à l'heure, il y a une compétition qui s'opère, mais depuis de longues années. Mais par contre, là aussi, il y a une réconciliation qui est en train de s'opérer entre la vertu économique, la vertu environnementale et la vertu sociétale autour du pneumatique. Et on a là une illustration parfaite de ce que peut être un pan de l'économie circulaire dans notre environnement du pneu. Aujourd'hui, le pneu rechappé va signer une année 2025 qui sera de nature à
faire prendre conscience que les choses ne sont pas inéluctables et ne sont pas mortes. Le rechapage va progresser en 2025 et le meilleur lecteur que l'on en a, c'est la demande des clients utilisateurs, pour le coup, qui aujourd'hui plébiscitent les chargeurs, les gestionnaires de flotte chez nos clients, impulsés par le RSE, impulsés par l'économie, impulsés par leurs chargeurs, aujourd'hui plébiscitent le rechapage en installation sur leur flotte de transport. Le rechapage est plus développé dans le secteur du véhicule industriel que dans l'automobile? Oui, alors la discussion que l'on a là aujourd'hui concerne essentiellement et uniquement le véhicule automobile, véhicule industriel, pardon. Le véhicule automobile, aujourd'hui, on a des initiatives qui ne sont pas naissantes, mais qui demandent à émerger encore avec des confrères, notamment Blackstar, Léonard, qui propose sa marque Léonard aujourd'hui. Mais on a une orientation qui est donnée, et là, l'État, avec la loi GEC, donne le ton également, puisqu'il impose aux administrations de s'équiper de pneumatiques rechappés sur l'ensemble des véhicules, qu'ils soient pour le coup tourisme, camionnettes, poids lourds. Et bon, si le marché ne le propose pas, mais jusqu'à l'État qui demande d'équiper éventuellement des véhicules de TP ou d'agricole en pneumatiques rechappés. Donc il y a une vraie, aujourd'hui, une énergie autour de cela, et des initiatives multiples qui sont prises et une législation autour de cela. Alors le secteur du véhicule industriel, on parle d'entreprise, donc du secteur professionnel. Il y a une évolution du rechapage également avec la démarche RSE? Oui, et c'est prégnant. C'est prégnant. Aujourd'hui, cette évolution-là, ce que j'indiquais à l'instant, les gestionnaires de flotte... En fait. Il y a une prise en compte, en fait. Plus avec la démarche RSE, il y a une prise en compte. Prise en compte. Prise en compte, oui, bien sûr. Il y a une prise en compte. Aujourd'hui, encore une fois, nos clients utilisateurs, quand je disais ils plébiscitent le rechapage, c'est qu'ils demandent ce rechapage-là, à tel point qu'aujourd'hui, les distributeurs sont challengés sur une proportionnalité de rechappés et installés sur les flottes. On parle de RSE, on peut parler de C2E. Aujourd'hui, le rechapage est un des éléments forts des C2E qui concernent le rechapage. Donc, tout un écosystème est en train de se bâtir autour de cela, et les planètes, je serais tenté de dire, sont en train de s'aligner. Et du rechapage qui n'avait qu'un argument économique il y a encore quelques années. Aujourd'hui, cet argument-là économique existe évidemment encore toujours. Par contre, on sent que le côté RSE devient de plus en plus prégnant et de plus en plus important dans la décision que peuvent avoir nos clients utilisateurs sur le choix et sur l'usage du rechapage. Sur l'aspect économique, en termes de valeur pour le producteur et le distributeur, le marché est à peu près équilibré? Oui. Aujourd'hui, le marché a trouvé son équilibre il y a déjà, c'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, un pneumatique rechappé vendu à l'utilisateur se négocie entre 20 à 30% de moins qu'un pneumatique de catégorie premium équivalente ou tiers 2, avec des écarts qui se compriment. Plus on descend dans les tiers, évidemment, et plus on comprime l'écart. Mais on est sur un équilibre de valeur. Aujourd'hui, un distributeur, pour faire simple, a autant d'intérêt à commercialiser aujourd'hui un pneumatique premium, un pneumatique rechappé. Il n'y a pas de frein à cela aujourd'hui dans le mode distribution, dans le modèle économique auprès des distributeurs. L'aspect réglementaire, maintenant, il y a la fameuse donc, R109, c'est bien ça, qui encadre le réchappage. Mais vous regrettez que notamment le labeling ne soit pas, n'avance pas en tout cas sur le réchappage, contrairement au neuf où là, ça avance. Oui, alors le rechappage est très encadré aujourd'hui, ce qui fait qu'en termes de qualité produit, un pneumatique rechappage n'a pas à rougir de ses performances par rapport à un pneumatique premium. C'est souvent là aussi qu'un raccourci peut être pris en disant qu'en résumant la qualité du pneumatique rechappé à son simple prix. Et c'est là où il vient à être étalonné avec des pneumatiques neufs de prix comparables. Sachant qu'on ne parle pas de la même chose. Un pneumatique rechappé aujourd'hui, encadré comme il l'est par la législation, encadré comme il l'est par les normes de qualité, aujourd'hui prétend à présenter les mêmes performances qu'un pneumatique premium. Et effectivement, le labelling aujourd'hui dans le pneumatique rechappé est une espèce de serpent de mer qui n'avance pas. Donc on en entend parler, ça va, ça vient. Aujourd'hui, le pneumatique rechappé pourrait prétendre à être labellisé comme peut l'être un pneumatique neuf,
Il faut en trouver évidemment le chemin pour y parvenir, mais la qualité intrinsèque du pneumatique rechappé aujourd'hui, il n'y a aucune discussion là-dessus. Un pneumatique rechappé mériterait aujourd'hui de pouvoir être labellisé au même titre qu'un pneumatique neuf et de porter ses qualités à la vue de tous et de sortir un petit peu peut-être de cette image encore et de quelques idées reçues que l'on peut avoir autour du rechappage. Ou voilà quoi, quand on parle du rechappage à certains clients, on imagine encore quelque chose qui est collé sur un corps étranger, sur une carcasse. On imagine tous sur le bord de la route, on a tous le camion en panne en tête sur le bord de la route, etc. Qui peut laisser à penser qu'on est en train de parler d'un produit un peu moins fiable, un peu plus fragile que peut l'être un pneumatique neuf, ce qui est archi faux. Et pour s'en convaincre, il suffit d'analyser ou d'étudier les motifs ou les pneumatiques qui sont justement démontés par les dépanneurs, que ce soit sur les autoroutes ou sur les voies ouvertes, de mesurer le nombre de pneumatiques rechappés dont il s'agit et le nombre de pneumatiques neufs dont il s'agit, pour se rendre compte que la proportionnalité de vente sur les véhicules est strictement respectée au moment de dépanner les véhicules sur le bord de la route. Et il y a autant de pneumatiques rechappés que de pneumatiques neufs qui sont aujourd'hui dépannés sur le bord de la route. Un mot sur la concurrence, avec l'Asie notamment. Est-ce qu'il y a la concurrence également par rapport au neuf sur le rechappage? La concurrence, elle est quotidienne. La concurrence, elle est là. Donc, je rebondis sur ce que je disais à l'instant. Le combat est d'arriver à porter aujourd'hui les qualités du rechappage à leur juste niveau et de les mettre en compétition sur un terrain qui est celui du TCO. Aujourd'hui, un pneumatique rechappé sur une carcasse premium, avec les critères qualité qui entourent et qui encadrent aujourd'hui le rechappage, les qualités de gomme que nous utilisons, à la prétention d'être sur des performances extrêmement proches de celles du pneumatique premium, tant en termes de sécurité qu'en termes de kilométrage. Aujourd'hui, la concurrence que l'on a que l'on peut se livrer avec certains pneus asiatiques, tous ne sont pas à mettre dans le même tiroir non plus, on a parfois tendance à résumer cette compétition-là au niveau de prix. Je disais tout à l'heure que le niveau de prix d'un pneumatique rechappé, c'est 30% inférieur à un pneu premium. Peu ou prou, c'est le prix auquel on trouve aujourd'hui un pneu venu d'Asie. Donc on pourrait dire que la compétition est déséquilibrée et le pneu neuf va gagner de fait. Sauf que, on vient de dire que les performances du pneumatique rechappé sont quasi équivalentes à celles d'un pneu premium. Donc aujourd'hui, le pneu rechappé a pour prétention de faire davantage de kilomètres que ce que peut proposer un pneumatique asiatique neuf. Mais c'est notre compétition quotidienne aujourd'hui. Donc voilà, à nous de le prouver aux clients utilisateurs au quotidien. Le message est passé. Merci. Slem Belkous, donc Elanova, vous allez nous expliquer en quelques mots ce qu'est Elanova, donc organisation professionnelle dédiée à la filière caoutchouc. On abordera le côté réglementation dans un instant. Donc Elanova, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'organisation? Bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation. Alors Elanova, c'est la jonction entre deux mondes. Il y a les élastomères et l'innovation. Donc ça fait Elanova. Elanova, c'est une institution séculaire, un syndicat professionnel qui a 163 ans et qui rassemble les entreprises du caoutchouc et des polymères. Donc également, aux côtés des pneumaticiens, une myriade de solutions qui sont portées par les entreprises du caoutchouc industriel. C'est également une école de formation. C'est un laboratoire technique. Dernièrement, on a créé une fondation d'utilité publique pour permettre de valoriser le matériau du caoutchouc. Alors, on va revenir sur la réglementation. On le sait peu, mais il existe une réglementation européenne, c'est l'UDR, c'est ça, pour la traçabilité justement de la chaîne de bout à bout de l'étranger jusqu'en France, en exemple jusqu'en France, la destination. Pour vous, elle est nécessaire? Alors, une réglementation, lorsqu'elle est pensée de façon efficace, bien entendu nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a face à nous de la concurrence, qu'évoquait à l'instant François. On a l'obligation de sécuriser le marché européen par rapport aux produits que l'on produit en Europe ou bien qui sont importés ou réexportés. Et également, on a besoin d'une réglementation qui permette de mettre toute la concurrence sur un même piédestal. Donc, si je reviens à la UDR, peut-être juste donner 3 chiffres pour compléter le panorama qui a été dressé tout à l'heure par Cyril par rapport aux matériaux qu'on est en train de discuter.
D'abord, l'Europe importe 100% du caoutchouc naturel qu'elle transforme. 100%. 100%. Il n'y a pas de production de caoutchouc en Europe. Ça, c'est une réalité qui doit être connue. Et donc, par rapport aux 6 autres commodités qui sont concernées par le UDR, c'est une spécificité très importante à considérer. Ensuite, on a une transformation du caoutchouc naturel qui est très concentrée dans le domaine du pneumatique. En Europe, ce sont les 3/4 en fait, des volumes qui sont transformés par les pneumaticiens. Et troisième chiffre, on a aujourd'hui, quand on regarde le scope de la consommation de caoutchouc au global, le caoutchouc naturel qui représente 48% de la consommation totale. Ce qu'avait avancé tout à l'heure Dominique au tout début en introduction est très important à considérer, c'est que le caoutchouc, on le connaît depuis la nuit des temps, mais dernièrement, il y a 2 ans en arrière, il est sorti en Europe de la catégorie des matériaux qu'on appelait ou qu'on appelle critiques et stratégiques. Et il faut absolument y revenir là-dessus. Alors, j'embraye justement sur la partie réglementaire. Il faut dire que depuis 2 années, les fins d'année sont très haletantes. Pourquoi ? Parce qu'on a une réglementation qui, pour la 2e année consécutive, risquerait d'être ajournée à nouveau. Ce qui se passe, c'est qu'on a une réglementation qui vise à avoir produit zéro déforestation en Europe. C'est une donne avec laquelle composent les pneumaticiens depuis quasiment tout le temps, parce qu'on est sourcilleux par rapport à ce matériau noble. Et c'est une réglementation qui n'arrête pas de bouger depuis maintenant à minima 18 mois, depuis qu'elle est entrée en vigueur. Alors je rappelle juste d'un mot, tout à l'heure on parlait de l'utilité ou de la nécessité d'une réglementation. Une réglementation, pour qu'elle soit utile et efficace, il faut 3 ingrédients. Le premier, il faut qu'elle soit lisible. Le deuxième, il faut qu'elle soit praticable. Le troisième, il faut qu'elle soit stable. Or, aucun de ces 3 ingrédients n'est aujourd'hui vérifié. Alors je vous raconte juste en 30 secondes ce qui se passe sur les derniers jours, parce que j'avais prévu une autre intervention, mais l'actualité nous conduit à faire différemment. On a une réglementation qui doit rentrer en vigueur le 30 décembre 2025, donc dans quelques semaines. Ce qui se passe, c'est pas le 31, c'est le 30. Non, c'est le 30. C'est le 30. Pourquoi le 30 ? Pourquoi pas le 31 ? Pourquoi pas le 1er janvier ? Ça, c'est tout l'art bruxellois. Donc, on a une réglementation qui doit rentrer en vigueur. L'année dernière, le 2 octobre, donc à peu près à la même période, on nous annonce alors qu'elle devait rentrer en vigueur l'année dernière, qu'elle est ajournée d'une année. Ensuite, le mois dernier, donc on est le 19 septembre, pardonnez-moi, 2025, on a la commissaire européenne qui alerte sur la faisabilité technique de l'entrée en vigueur du règlement, qui ensuite, un mois après, revient pour nous dire que finalement, on va stabiliser les choses, on va simplifier, et puis on va faire en sorte que la réglementation rentre en vigueur à la fin de l'année. Et bien entendu, dans tout cela, les entreprises n'ont jamais été écoutées. Et il se trouve que depuis avant-hier, ce qui se passe, c'est que la course étant quasiment en fait au bout, il fallait prendre des décisions au niveau des États membres, et les États membres ont réussi à trouver un dénominateur commun avec des modalités simplificatrices qui sont en partie en réponse aux besoins des entreprises, mais qui aujourd'hui nous permettent un peu de voir l'horizon s'éclaircir. La seule chose, et là je nuance un peu la communication qui peut être faite sur le sujet, c'est que pour le moment c'est un mandat de négociation, donc c'est très fort, mais il y a encore quelques jalons pour que ce soit entériné et qu'on ait une entrée en vigueur repoussée d'une année comme le souhaitent les États membres. Et la transposition surtout. Alors, la transposition a déjà été faite. Là, on est dans le cadre du modus operandi, c'est-à-dire qu'on va rentrer en application avec des modalités opératoires. Chaque État membre, c'est ça ? Tous les États membres sont censés utiliser la même méthodologie. Donc, c'est pour faire court. La réglementation, elle revient à faire la chose suivante. Pour chaque produit importé ou transformé en Europe pour être réexporté éventuellement, doit faire l'objet d'une déclaration sur le système informatique européen, donc au niveau des douanes,
de manière à assurer la traçabilité de bout en bout, donc de la parcelle jusqu'au fabricant, hein, de la matière première qui est utilisée. La matière première. Hein. Voilà, donc le caoutchouc naturel doit être zéro déforestation. Et on a normalement, à partir du 30 décembre 2025, si jamais on ne parvient pas justement à entériner l'accord qui est sur la table, l'obligation donc de faire des déclarations raisonnées, hein, les DDS. Et je vous épargne pour le moment tout le process kafkaïen, hein, qu'il y a derrière entre celui qui doit émettre la DDS et l'aval de la chaîne de valeur. Et si vous voulez, on peut y revenir dans un instant. C'est complexe. C'est très complexe et malheureusement, moi qui baigne dans les aspects réglementaires depuis une quinzaine d'années maintenant, j'ai toujours dit une chose de manière constante, c'est que l'art de la simplification n'est pas bruxellois. Parlons de la fin de vie maintenant du pneumatique, notamment dans le secteur du véhicule industriel. Mathieu Chardin, vous êtes directeur général d'Alia Pure. Vous récoltez, je crois, 400 000 tonnes de pneus par an, dont 100 000 tonnes de pneus poids lourds, hein, c'est ça, à peu près. Nous collectons 400 000 tonnes de pneumatiques usagées par an en France, dont 70 000 tonnes qui sont des tonnes de poids lourds. Et ces 70 000 tonnes, ça doit représenter à peu près 80% des poids lourds qui sont mis sur le marché chaque année en France. Et la collecte est stable? Alors, la collecte est relativement stable d'une année à l'autre parce que les marchés sont en croissance, mais en croissance modérée. Et notre métier consiste donc à collecter l'ensemble de ces tonnages chez les 35 000 professionnels de l'automobile au sens large du terme, et puis aussi auprès de 1600 déchetteries publiques qui acceptent du pneumatique usagé. Une fois que ces pneus sont collectés, notre métier consiste à les trier, parce que certains sont encore bons. On arrive à sauver à peu près un pneu sur 5 en pneumatique tourisme et un pneu sur 10 pour les pneumatiques poids lourds. Puis notre troisième métier, ça consiste à les valoriser. Aujourd'hui, la voie de valorisation la plus courante, c'est de broyer les pneumatiques en petits morceaux et d'envoyer ces pneumatiques comme combustible dans des industries qui ont besoin de chauffer des fours à très haute température, comme les aciéries ou les cimenteries. C'est quelque chose dont il ne faut pas avoir honte, parce que ces pneumatiques en petits morceaux viennent en fait se substituer à du petcoke en général, qui est un dérivé du pétrole, donc d'origine fossile. Donc, tout ce qui est brûlé en cimenterie, en aciérie et qui vient en solution alternative au petcoke, eh bien, ça vient limiter le pompage de ressources fossiles. Alors, il y a une évolution également dans ce secteur, notamment, je crois, sur l'installation des usines avec la pyrolyse, hein, c'est ça. On peut expliquer un petit peu le procédé. Voilà, donc jusqu'à présent, la principale voie de valorisation, c'est celle dont je viens de parler. Et puis, le grand enjeu des, on va dire, 5-10 prochaines années, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, parfois supportés par des manufacturiers de pneumatiques, sont en train de développer une technique qui s'appelle la pyrolyse, qui consiste en fait à brûler du pneumatique usagé à très haute température en absence d'oxygène, environ 800 degrés. Et de cette opération sort de l'huile, qui est en général qui sert à l'industrie chimique ou pétrochimique, du noir de carbone régénéré. On va pouvoir réintroduire dans la fabrication de pneus neufs. Et puis, troisième élément qui sort de cette opération, c'est du gaz qui sert à chauffer la pyrolyse. Tout l'enjeu, c'est que pour les manufacturiers de pneumatiques, c'est que le noir de carbone régénéré soit de suffisamment bonne qualité pour ne pas dégrader les performances du pneumatique. On sait dans certains coins de la planète que certains manufacturiers ont commencé à faire ça, mais en acceptant des dégradations de performance, ce que les principaux manufacturiers de pneumatiques ici présents se refusent à faire à juste titre. Alors, il y a un cadre réglementaire, je crois, également, concernant la pyrolyse qui est naissante. Là encore, de nouveau des... Oui, alors la pyrolyse n'est pas encore terriblement encadrée parce qu'on est au début de l'histoire. Les usines sont en train de se monter aujourd'hui en Europe.
Il y en a déjà ou c'est... Alors, les usines sont en train de se monter. Il y a des projets industriels sérieux en Suède, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Pologne. Mhm. Des petits projets en France. J'espère qu'il y en aura bientôt des gros. Donc, la pyrolyse n'est pas terriblement encadrée encore, on va dire, sur le plan réglementaire. Par contre, il y a une réglementation qui est très précise sur le métier de base d'Aliapur, hein, qui est toute la réglementation ayant trait à la collecte, au tri et à la valorisation du pneumatique. Un arrêté qui date du 27 juin 2023 et que je devrais connaître par cœur. Un mot du rechappage également. Oui, dans cet arrêté-là, il y a des taux de rechappabilité à atteindre. Donc en fait, notre destin entre manufacturier, distributeur et puis valorisateur de pneus est le même. Parce que le législateur a bien compris que le rechappage était une opération extrêmement intéressante. Ce qu'on vient de dire on peut se résumer avec 2 chiffres. Hein. Un pneumatique poids lourd, c'est 63 kg, je crois, à peu près en moyenne. La bande de roulement pèse 17-18 kg. La carcasse, 42 kg à peu près. Donc à chaque fois que vous rechappez un pneumatique, vous conservez sa carcasse. Donc vous évitez de consommer 42 kg de matière. Il y a toujours le débat qui paie quoi. Pardon ? Il y a toujours le débat qui paie quoi. Ah, En fait, le pollueur-payeur, ouais. depuis 20 ans à peu près, une vingtaine d'années. Oui, c'est un débat qui a été réglé dans notre pays depuis à peu près 25 ans, depuis la création d'Aliapur, puisque la France, comme beaucoup d'États européens, a fait le choix d'appliquer le principe du pollueur-payeur, en fait mieux appelé par responsabilité élargie du producteur. Donc tous les fabricants de produits industriels sont responsables de la fin de vie de leurs produits. Et à ce titre, ils financent en fait toute la filière que je viens de vous décrire. Donc bon, ça c'est assez entériné. Ce qu'on aimerait, c'est que tout le coût représenté par toutes les opérations que je viens de vous citer soit plus transparent pour le consommateur final, pour qu'il ait conscience du coût environnemental de son produit et pour que, en l'occurrence, il puisse parfois se modérer dans la consommation. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, si vous avez des questions à poser à nos experts ici. Pas de questions? Non? Ah, allez-y, on va vous donner un micro. Merci, Mathieu. Merci. J'ai juste pas compris, donc pour la partie EUDR, c'est décalé ou pas? Alors c'est toute la question. Aujourd'hui, on a un mandat qui est celui du Conseil européen, qui devrait a priori déboucher sans grande difficulté, hein, mais reste encore le trilogue en fait, hein, qui se mettent d'accord d'ici normalement courant, c'est mercredi prochain, le 26, on aura un vote du Parlement. Et a priori, sauf surprise, on devrait avoir un vote favorable. Donc tout laisse à penser au moment où on se parle qu'il y aura un report d'une année supplémentaire, de façon uniforme pour tous les opérateurs. C'est un vote final en plénière ou il va revenir ensuite Non, en fait, une fois en fait, il y a déjà eu les accords pour les États membres. Ensuite, donc il y a le Parlement. Et normalement, dès que le Parlement entérine, c'est bon. Hein, on est en et le délai de transposition de 3 mois. Absolument. Alors, j'espère que la mouture qui est aujourd'hui sur la table ira jusqu'au bout parce que réellement, il y a de la simplification. On revient à la logique du premier opérateur que tous les industriels demandaient, toute industrie confondue d'ailleurs. On a aussi quelque chose à avoir en tête, c'est que le Conseil préconise qu'il y ait une clause de revoyure le 26 ou 27 avril 2026, donc avant même l'entrée en vigueur de la réglementation, ce qui permet d'ajuster le tir. Donc nous espérons, en tout cas nous professionnels, qu'il y ait une suite favorable à ce que le Conseil propose. Mais à date, nous n'avons aucune certitude, et c'est pour ça que le lobbying continue sur le sujet de manière à stabiliser le texte. Car si jamais il n'y a pas de report,
c'est le texte originel qui s'applique, ou pas d'ailleurs, parce qu'il est inapplicable en l'état. Et donc, on est face à un cas d'espèce complètement inédit. Je rappelle juste d'un mot, et j'aurais peut-être terminé parce que j'ai trop monopolisé la parole. Quand on a reporté pour la première fois l'entrée en vigueur de la réglementation, c'était une première. Hein, auparavant, il n'y avait aucune réglementation européenne qui aura été ajournée à date. Donc, c'est dire que toutes les inquiétudes que nous avons, nous, côté industriel, mis sur la table depuis 2 années, malheureusement, en fait, nous conduisent aujourd'hui à revenir quasiment au point zéro. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Non? Ah, bah allez-y. Allez-y. On va... Ah oui, il y avait le micro dans la salle. Allez-y. Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot sur la partie recreusage? Est-ce que ça fait partie des enjeux du pneumatique éco-responsable? Qui veut... Cyril? Je pense que c'est super important. Alors, en plus, il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, moi j'étais en Thaïlande et on faisait une présentation aussi à nos utilisateurs flotte de poids lourds et on était surpris de voir que certains n'avaient jamais entendu parler du recreusage. Donc on en a profité pour leur faire une petite démonstration de ce qu'était le recreusage. Et c'est super important parce qu'en fait, on va récupérer de la durée de vie du pneu sans avoir à rien faire. Parce que le rechapage, c'est comme une opération où il faut quand même rajouter de la matière. Là, on enlève un peu de matière et on se retrouve avec un pneu qui va avoir des bonnes performances pendant une certaine durée de vie. Donc, quand on parle des cas de vie du pneumatique poids lourd, le recreusage, ça en fait partie. Donc, ça, c'est forcément très, très important. Et tout ce suivi qu'on peut faire avec nos flottes, c'est d'ordre 1 parce qu'il faut qu'on leur fasse comprendre, on les éduque. Et c'est pas facile, hein, sur l'importance de cet aspect de la durée de vie et donc de l'impact environnemental en usage du recreusage. Parce que là, c'est vraiment, j'allais dire, gratuit. C'est pas gratuit, mais par rapport à rajouter de la matière, c'est vraiment une opération qui est extrêmement simple à faire. Et donc, on insiste sur le fait de bien connaître toutes ces étapes, recreusage et rechapage. Autre question? Non? Un dernier commentaire que je voulais faire sur la réglementation. Tu disais qu'il faut qu'une réglementation soit stable parce que vous imaginez bien que les manufacturiers de pneus, vous attendez pas le... Oui, On est quoi aujourd'hui? On est le 21 novembre. Vous attendez pas le 21 novembre pour se dire tiens, il faudrait qu'on s'attaque à l'EUDR. Et donc forcément, vous mettez tout en place dans une organisation pour vous mettre en conformité avec la loi qui va arriver, ou la réglementation qui va arriver. Et donc des réglementations qui bougent, c'est forcément extrêmement perturbant parce que tout le travail qui a été fait, aujourd'hui, on va repartir, comme tu disais, on va repartir de la feuille blanche. Donc, et puis pas oublier aussi des aspects, hein, c'est qu'une bonne réglementation, il faut effectivement qu'elle soit stable, représentative de l'usage, etc. Il faut qu'elle soit contrôlée, donc contrôlable et contrôlée. Et quand on trouve des choses qui sont non conformes, aussi qu'il y ait des pénalités qui soient mises en place derrière. Islam, un mot? Absolument. Et c'est vraiment le point sur lequel je souhaitais conclure, c'est que quand on met en place une réglementation, c'est pour rendre en fait le marché beaucoup plus sécurisé et surtout pour protéger un peu quand même nos industriels. Alors derrière ça, une réglementation, c'est une sorte de barrière non tarifaire. Le problème, c'est que si on ne parvient pas à aller sur cette approche de premier opérateur qui est aujourd'hui sur la table, il y a zéro possibilité de contrôler tout ce qui va arriver sur le marché européen. Donc il y a une vraie urgence effectivement de pousser ce credo-là, c'est que c'est bien de réglementer, mais c'est encore mieux de contrôler ce qui arrive et qui risque, dans une probabilité non négligeable, d'être non conforme. Et donc c'est tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est de préciser que, les entreprises ont beaucoup investi, et elles ont investi pour être conformes dès cette fin d'année, d'ailleurs dès l'année dernière. Ensuite, non seulement on prend du retard sur la réglementation, mais on n'a pas les conditions qui sont réunies aujourd'hui pour faire en sorte qu'on travaille, en tout cas qu'on joue sur les mêmes règles du jeu, comme nous disait tout à l'heure François, sur le marché. Et donc c'est important de s'assurer qu'il y a un contrôle opérant derrière tout ça. Dominique, une conclusion? Beaucoup de réglementations, on parlait à l'instant de cette réglementation. On aurait pu parler également du SPR, enfin on aurait pu... Oui, en fait, vous pouvez le voir que le pneu s'est vraiment engagé
une voie éco-responsable, que ça concerne l'ensemble des acteurs, depuis le sourcing des matériaux jusqu'à la destruction du Tous les acteurs. pneumatique. C'est un travail d'ensemble sur lequel nous travaillons tous. Et ça c'est bien pour l'humanité, c'est bien pour la planète. Puis c'est bien aussi pour les transporteurs qui doivent y trouver leur compte. Il ne faut pas oublier, effectivement, et ça c'est quand même un point très très important, que le rechapage contribue de manière très importante à soutenir l'écologie, l'économie pour le transporteur, l'écologie pour la planète et l'emploi également, puisque le rechapage, c'est une solution qui est non délocalisable et qui permet de faire vivre nos régions. Merci en tout cas d'avoir assisté à cette conférence avec le syndicat du pneu. Le syndicat du pneu qui vous invite à un cocktail à l'espace VIP de l'Agora. Messieurs, je vous remercie. Merci.